C'est bon? C'est bon. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de la médiation organisationnelle, comment ça peut être pratiqué au Québec. Et j'ai une invitée, moi, je trouve que c'est une femme extraordinaire qui pratique la médiation organisationnelle depuis presque 20 ans, qui l'enseigne à l'Université de Sherbrooke, à Québec. Alors, je vous la présente, c'est Linda Bérubé. Alors, bonjour Linda, ça va bien? Bonjour Céline, oui, ça va bien, merci. Beaucoup de gens te connaissent, des Européens, mais je pense que c'est important de voir tout ton cheminement et que tout ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, ça vient d'une grande expertise. Alors, Linda, est travailleuse sociale de formation. Elle a collaboré à mettre en place à la fin des années 70 à titre d'expert psychosocial à la Cour supérieure la médiation familiale. C'est vraiment une pionnière au Québec, la médiation familiale. Et elle a aussi été la première présidente de l'Association de la médiation familiale au Québec. Au début des années 1990 jusqu'en 2004, elle a été co-responsable de l'Institut européen de médiation familiale à Paris. Elle continue d'offrir régulièrement des séminaires et des conférences en Europe. Et de 1996 à 2008, elle a collaboré avec le gouvernement du Canada et celui du Québec à la mise en place des politiques en matière de harcèlement au travail. Elle a publié Rompre son tout cassé, donc aux éditions de l'Homme 2001, et en collaboration avec Daniel Lambert, La médiation familiale étape par étape, qui est à sa 3e édition. Je sais que ça paraît aussi en Europe. Il y a une version européenne. Ça a été adapté en France et sincèrement, c'est la référence pour la médiation familiale au Québec, là, ça c'est sûr. Et depuis 20 ans, elle agit comme consultante en prévention et règlement des différends dans les organisations. Elle enseigne le programme PRD à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke et la négociation dans une faculté de médecine. Ça, je trouve ça intéressant. Je me suis dit, bon, les médecins, futurs médecins, il faut qu'ils apprennent à négocier. Bon. Mais en réalité, elle a un formidable site. Moi, je vous invite à aller visiter son site berubprd.ca. Et elle propose sur son site aussi, c'est intéressant, une formation en ligne qui s'appelle GPS pour gérer les différends et prévenir les conflits en période de changement. C'est accrédité par plusieurs ordres professionnels. Elle collabore avec un gros projet avec Marie-Claire Bello, qui est professeure à l'Université du Québec, de l'Université Laval à Québec. Ça c'est une étude sur les modes d'intervention en situation de conflit. Donc, un gros projet universitaire. Alors voilà, et mon Dieu, toute une carrière. Mais ce qui n'est pas écrit dans son CV, moi je la connais depuis longtemps, c'est une photographe extraordinaire. Elle capte la beauté des paysages. Souvent, là, moi, je suis toujours épatée. Je me dis, voyons, Linda, c'est-tu quelqu'un, un photographe? Mais non, c'est elle. Une grande voyageuse aussi avec son conjoint. Donc, fêter 50 ans de mariage, hein? Céline, pas trop. On n'en dit pas trop. On n'en dira pas. OK, on arrête là. Donc, on est des amis, on se connaît depuis, mon Dieu, j'avais 30. Oh, mon Dieu. Ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps. Nos âges. Hein? Mais ça fait, tu sais que ça fait 28 ans au moins que je te connais. Quand même incroyable. Mais bon. Alors, Linda, la médiation organisationnelle. Gros mot. Je vais te demander une définition. Ben, est-ce qu'on peut le définir? C'est ça. Alors là, la parole est à toi. Merci Céline. D'abord, merci pour la présentation. C'est vraiment trop. Oui. Là, je ne pensais pas que tu allais mettre autant d'emphase, mais Ben. bon, comme tu dis, plus on avance en âge, plus ça se rallonge nos expériences. Médiation organisationnelle, bien, c'est un domaine passionnant. C'est un domaine qui ouvre la porte à beaucoup de modes de résolution de conflits. Et pour la petite histoire, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue, moi, dans le cadre des formations que je donne à l'Université de Sherbrooke. Le cours de médiation organisationnelle se donne depuis 15 ans, je crois, à l'université. Mais il était partagé entre quelques professeurs. Donc, il y avait des professeurs avocats, puis il y avait moi. Et dans la partie que je donnais, j'avais beaucoup de difficultés à limiter la médiation organisationnelle à la médiation pure et simple. Médiation,
dans le respect des principes de la médiation, c'est-à-dire la confidentialité, le volontariat notamment, là, la divulgation complète de l'information. Si on veut pas, je dirais, galvauder la médiation, je trouve qu'il faut respecter certains principes. Et je trouvais que la médiation organisationnelle était limitative, en ce sens qu'elle exigeait tous ces critères-là et que pour intervenir dans les organisations, dans mon expérience, parfois, il y avait des conflits où la médiation n'était pas possible. Alors, dans le cadre du cours de médiation organisationnelle, dans la partie que j'avais développée, j'avais introduit des notions comme former les gens à la résolution des conflits, sensibiliser les gens aux problématiques de harcèlement, coacher les gestionnaires lorsqu'ils font face à des conflits, amener des facilitations dans des équipes de travail, dans un sens pas aussi rigoureux que la médiation. J'avais développé comme une panoplie de modes d'intervention qui n'étaient pas vraiment de la médiation organisationnelle. Alors, quand les gens qui s'occupent des programmes à l'université, à un moment donné, ont lu les programmes et son contenu, à un moment donné, ils sont venus me dire, ben Linda, pourquoi qu'on ne fait pas 2 cours? Un cours de médiation organisationnelle, pur et simple, et un cours de mode de PRD en milieu organisationnel. Alors, c'est ce qui est arrivé depuis 3 ans. Il y a un cours de médiation organisationnelle qui se donne selon les règles de l'art avec tous les fondements de la médiation. Et moi, je donne le cours PRD en contexte organisationnel. Ça veut dire prévention et règlement des différends en contexte organisationnel. Ça me permet d'avoir une gradation des interventions du plus simple au plus complexe et de choisir parmi, en fonction des besoins du client, des modes parfois très succincts et simples, puis d'autres fois, une combinaison de modes où on a de la formation, on a de la sensibilisation, du coaching, des démarches de groupe. Alors, la médiation organisationnelle, pour moi, aujourd'hui, je lui accorde un sens beaucoup plus large et je l'appelle prévention et règlement des différends en milieu organisationnel, ce qui permet de respecter le sens de la médiation, puis d'ouvrir aussi sur des modes plus efficaces, je trouve, pour répondre aux besoins. Dans le fond, là, j'ai l'impression que c'est la pratique qui t'a amené à voir tout ça, hein, parce qu'on a un cas, on a fait un cas ensemble, on a travaillé un cas ensemble de médiation organisationnelle. Puis c'est la pratique. Puis là, tu en as fait plusieurs interventions dans des organisations. Puis finalement, c'est avec la pratique que tu as vu que, oups, ça ne marchait pas, là. C'était trop limitatif. Si tu faisais, c'est ça que je comprends de toi, là. Si tu faisais de la médiation à l'état pur, ça ne pouvait pas marcher. C'était trop rigide. Le cadre était trop rigide, puis il y avait trop d'intervenants, puis il y avait aussi la hiérarchie. À un moment donné, tu interviens avec les cadres, les ressources humaines, les directeurs, même les syndicats. Tu interviens avec des fois des coordonnateurs ou des chefs d'équipe, puis tu interviens avec des employés. Fait que c'est pas une médiation comme bipartite ou même multipartite où tu aurais des gens autour d'une table, puis on négocie sur un enjeu. C'est beaucoup des enjeux relationnels et des enjeux systémiques. Et là, peut-être que, Céline, on peut exposer un petit peu notre expérience, puis on va rire ensemble. On va rire ensemble de nos expériences. Le premier dossier que j'ai fait, et effectivement, on était ensemble. Et tu te souviens, c'était dans un dossier dans une institution de niveau collégial, donc ça veut dire une technique préuniversitaire dans une région éloignée de Québec. Où finalement le département avait été mis sous tutelle, puis où on nous avait demandé de vérifier s'il y avait du harcèlement. Hein? La demande qui était venue, c'est faites-nous une évaluation pour savoir s'il y a eu du harcèlement ou pas dans cette situation. Et si tu te souviens, dès le début, on avait recadré la situation en disant si on part avec l'idée de se demander s'il y a du harcèlement, puis si on fait une enquête, on ne pourra pas aider ces gens-là. Tout ce qu'on va pouvoir dire, oui, il y en a eu ou non, il n'y en a pas eu. Alors, on a proposé aux clients d'y aller dans une formule, de comprendre ce qui se passe et de faire un portrait de la situation, de commencer par faire tout simplement un état des lieux. Et ce n'est pas porter un jugement, ni même une enquête par rapport au harcèlement, mais plus de comprendre les phénomènes qui se passent. Mais là, je vais t'arrêter. Dans le fond, si cette expérience-là est importante, c'est qu'il y a une demande qui rentre, puis des fois, c'est juste la pointe de l'iceberg. Dans ce cas-là, c'est parce qu'on s'était fait dire, voici le problème, voici la pointe de l'iceberg. Mais en même temps, les gens savaient très bien qu'il y avait beaucoup de problèmes parce qu'on était les troisième intervenante là-dedans. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Je ne sais pas, il y avait eu beaucoup d'interventions dans cette équipe-là. Elle était souffrante. Exactement.
Ouais, ouais. exactement. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que lorsque les demandes nous arrivent, les gens ne peuvent pas demander ce qu'ils ne connaissent pas. Ah, Donc, le type d'intervention qu'on s'est mis à développer depuis quelques années n'existait pas à l'époque. Donc, qu'est-ce qui existait? C'était la notion au Québec, la politique en matière de harcèlement, qui rendait obligatoire aux gestionnaires de dénoncer des situations de harcèlement et d'intervenir pour avoir un milieu de travail sain. Alors, cette loi-là a permis, dans le fond, de sensibiliser à la situation, de nommer des problèmes de harcèlement. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup du travail que je fais provient de la crainte de ne pas remplir ce rôle-là, d'avoir un milieu exempt de harcèlement, mais que la plupart des plaintes de harcèlement qui sont faites au Québec, les recherches nous le démontrent, ne sont pas des problèmes de harcèlement, mais des problèmes tout court, des problèmes de relations et tout ça, où l'incidence de harcèlement est très rare. ouais. Puis, j'irais même jusqu'à dire que quand c'est du vrai harcèlement, parfois les gens démissionnent ou s'en vont ou n'osent pas porter plainte. Ou Alors, ils veulent pas faire de médiation, tout simplement. Quand non, c'est c'est vraiment ça. du vrai harcèlement, là, il n'y a pas d'ouverture à ça, là. Ben, c'est ça. Ben, Et je reviens à ce que je disais, les gens oui. ne peuvent pas demander un service dont ils ne connaissent pas la nature. Fait que c'est à nous de ne pas répondre à la demande pure et simple des gens. Les gens disent souvent, mettons, on a un problème, on voudrait une formation. Mais avant de donner une formation, il faut dire pourquoi vous voulez une formation. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Puis des fois, ce n'est pas une formation qui est le meilleur. Juste pour rire, là, une fois, j'ai eu une demande de formation. On veut avoir une formation parce qu'on en a un qui est tannant. Bon, mais tu Dans vois, une c'est ça. équipe de 15, on veut former les 15 parce qu'il y en a un qui est vraiment fatigant. C'est en plein ça. Tu sais, je veux Alors, dire, là, ouh, donc, si on va être pratique là, pour les ouais. gens qui nous écoutent, quand ils ont, si on vient à eux dans une problématique organisationnelle, il y a toujours à faire un état des lieux. Et généralement, je dirais 80% de mes interventions commencent par ça, faire un état des lieux. Ce qui n'implique pas de rencontrer toujours tout le monde, parce que des fois, on a des grands groupes. Là, actuellement, j'ai un client, là, il y a 90 employés dans un Oh, secteur, donc je ne vais pas rencontrer les 90, mais je vais rencontrer les contremaîtres, les chefs d'équipe. Puis là, ça va nous donner déjà une idée. Puis peut-être qu'on pourrait, dans certains milieux, faire une enquête écrite, là, un sondage pour aller toucher tout le monde, mais par écrit, par des réponses à un sondage, pour avoir un portrait. Et de là, on peut discuter en collaboration avec les gestionnaires de leurs attentes, de qu'est-ce qu'ils veulent, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, puis aussi le budget qu'ils ont, parce qu'il y oui. a toujours une question aussi de moyens qui rentrent en ligne de compte. Mais là, ça me fait penser, il y a deux niveaux. Quand on t'appelle, c'est la direction. C'est le comité Les de ressources direction. C'est humaines, les souvent. ressources Souvent, c'est les humaines. ressources humaines, oui. C'est les ressources humaines. Bon, eux autres t'appellent. Parfois, mais eux autres, ils ont une demande d'en haut où tu travailles avec la gestion, puis ils peuvent désirer des éléments, ils peuvent désirer des choses, puis en bas, ils peuvent désirer d'autres choses. Ça se peut-tu Oui. que, bien là, il y a une différence entre... Ce que tu nommes là, moi j'appelle ça une question d'altitude. Quand tu es proche de la réalité, mettons un contremaître. Actuellement, j'interviens dans une société de transport, j'interviens auprès de mécaniciens qui sont sur le terrain. Bien, ça, c'est à un niveau, c'est une altitude. Tu montes au niveau de leur contremaître, ils ont une autre réalité. Si tu montes au niveau du surintendant, c'est une autre réalité. Si tu montes au niveau du directeur de ce secteur-là, c'est une autre réalité. Si tu montes au niveau du directeur général, c'est encore une autre réalité. Alors, tu vois que chacun ne voit pas la même chose, puis chacun n'a pas les mêmes problèmes, même si les symptômes, parfois, c'est une personne qui est plus symptomatique ou des clans ou des choses, sont ressentis par tout le monde, mais pas de la même façon. Alors, Ouais. ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Les attentes ne sont pas les mêmes. Puis c'est pour ça que quand on négocie, il faut être conscient de ces différents niveaux-là, puis les faire ressortir aussi. Puis Tu veux dire, quand on négocie, tu négocies avec qui? Avec, généralement, là, c'est notre mandataire, c'est la personne, admettons, les ressources humaines avec le directeur en charge. Puis souvent, on va aussi voir comment on ne négocie pas nécessairement avec le syndicat, mais on va essayer d'impliquer aussi, quand c'est possible, les ressources syndicales pour qu'ils sentent qu'on ne les ignore pas, puis qu'ils ne viennent pas parallèlement comme sentir qu'on pile sur leur plate-bande, tu sais, qu'ils Ouais. soient un peu partie prenante d'une Ben, démarche. moi, j'ai l'impression que tu n'as comme pas le choix que ce soit partie prenante parce que
ça fait partie du système, puis c'est vraiment un joueur important. Si tu n'as pas le syndicat dans la démarche, Oui, bien, peuvent, ça dépend parce que les dépend. relations patronales syndicales, selon les organisations, varient. Il y Ouais, en ouais. a qui disent, là, il n'est pas question qu'on mette le syndicat là-dedans parce qu'il y en a un dans le syndicat, lui, il fout la pagaille partout où il met les pieds. Ça fait que des fois, tu as des individus qui sont plus combatifs, qui effectivement n'ont pas le goût de participer ou vont, malheureusement, là, ça existe, et ils vont créer plus de problèmes. Fait qu'il faut évaluer justement la pertinence du niveau d'implication du syndicat. Parfois, on va faire une démarche paritaire presque égale, Ouais. niveau, mais parfois, on va informer le syndicat. Il y a différents degrés là, d'implication qu'on peut selon ce que le client est prêt à accepter ou pas. Oui, oui. Mais des fois, les clients, ils peuvent être surpris euh, de l'étendue des dommages, ou eux, ils n'avaient pas vu ça comme ça. Parce que dans le fond, tu me dis, bon, ben, ce que je comprends, en fait, ce qu'on avait fait, je me souviens, tu avais rencontré les gens, des fois, on fait des entrevues individuelles, des fois, on peut faire des sondages, puis là, tu as ton portrait de la situation. Une fois que tu as ton portrait, là, tu dresses un portrait de la situation. Puis le portrait de la situation, qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler, mettons, comme des modes de communication. C'est quoi les thèmes que tu vas aller chercher dans une entrevue avec un employé, par exemple? En fait, j'utilise souvent un guide d'entrevue dans les entrevues individuelles, par exemple, un guide d'entrevue qui est en 3 temps. Le premier temps, c'est je demande aux personnes de décrire la situation telle qu'ils la vivent. Une question très large et très ouverte où les gens peuvent, je guide pas, je téléguide pas les questions, les gens l'amènent comme ils veulent, puis le temps qu'ils veulent. Parce que généralement, un entretien de cette nature-là, ça dure 1 heure et quart. Disons. Fait que je les laisse aller le temps. Puis là, parfois, je les laisse aller 1 heure. Puis à la fin, j'ai des questions précises qui sont pourquoi des questions? Pour m'assurer que si j'interviewe 10 personnes qui répondent à peu près à des questions semblables, il ne faut pas que ce soit trop qui partent dans un sens ou dans l'autre, puis que j'ai de la difficulté à faire la synthèse. Oui, oui, c'est des questions objectives. Hein? Des Oui, fois, on avait des questions objectives ou des questions qui peuvent mettre de 1 à 10, 10 étant oui, excellent. je vais te les apporter. Ouais, Dans le ouais, premier temps, c'est la situation telle qu'ils la vivent. Puis là, je disais 3 qualités pour décrire votre milieu de travail. Hein? oui. Et 3 valeurs que vous avez. En fait, on demande des mots comme ça pour qu'ils soient précis puis que ça ne soit pas des phrases entières. Là. Donc, des mots-là qui marquent parce qu'ils sont obligés de se concentrer puis de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que la situation telle que vous la percevez, ensuite, l'impact de cette situation-là sur vous. Comment ça vous affecte, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que ça vient chercher? Quels sont vos intérêts et vos besoins? Alors, ça suit un petit peu le modèle de médiation. Ceux qui vont reconnaître qu'on identifie les enjeux, c'est quoi les problématiques. Ensuite, on identifie c'est quoi vos intérêts et vos besoins reliés à ces enjeux-là. Et là, les gens expriment leurs valeurs, aussi leurs préoccupations, leurs craintes, etc. Et on leur demande, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre sentiment de bien-être dans ce milieu? Alors, ça peut être des fois 2, j'ai déjà vu -2, ça peut être 7, 8 pour certains, et des fois, ça varie beaucoup. Dans les équipes, ce n'est pas égal. Alors, ces questions à échelle qu'on appelle sont très intéressantes parce que ça comme objective un petit peu, bien que ce soit très subjectif, mais le fait de mettre un chiffre, donc l'impact de la situation sur eux. Et la troisième partie, c'est comment vous envisagez le futur. Alors, c'est quoi vos attentes? C'est quoi vous aimeriez voir changer? Et je leur pose une autre question à échelle, sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous prêt à vous impliquer si on devait avoir toute activité pour essayer d'améliorer la situation? Puis il n'y avait pas une question aussi sur l'espoir. Avez-vous un espoir que ça change? Votre degré d'espoir de voir la situation s'améliorer. C'est une bonne mémoire. Quel est votre degré d'espoir de voir la situation s'améliorer? Puis des fois, l'espoir est pas mal bas. Et pas mal bas. Et ça, c'est intéressant parce que ces questions objectives-là, ça te permet de faire des statistiques aussi, tu sais, quand c'est plus comme... C'est pour ça qu'on pose, et c'est pour ça qu'en plus des questions ouvertes qui amènent les gens sur leur terrain, là, on les amène sur notre terrain et en faisant ça, on commence à intervenir. Parce que les questions amènent une réflexion sur la problématique que les gens n'ont généralement pas eue. Parce que généralement, ce qu'ils font, ils tournent sur le problème, toujours les mêmes éléments qui sortent. Là, on les amène avec une autre perspective
qu'ils ont en eux, mais auxquels ils n'ont pas accès avant qu'on leur pose la question. Fait que quand on les projette dans le futur, ça les sort du problème. C'est intéressant parce qu'à partir du moment, toi, tu essaies de dresser un portrait, OK? Mais à partir du moment où tu es là puis tu interviens, ben, la situation est déjà peut-être, en tout cas, peut-être en micro-changement. Il y a peut-être des choses qui se font tranquillement en parallèle. Puis, tu sais, le Dalai Lama, il dit une phrase, moi j'aime bien sa phrase, c'est « Il y a une chose qui ne change pas, c'est le changement. » Oui, oui. Fait que, Tout bouge toujours, tout bouge toujours. Tout bouge toujours et tout s'inter-influence. Puis là, ils vont se parler ensemble et tout ça. Mais là, je suis intriguée parce que quand tu me dis que tu as 80 personnes, là, hey, ça commence à être complexe, là. Ça fait beaucoup de réalités différentes. Pour un médiateur. C'est rien. Écoute, je vais t'en rajouter. Ces 90 personnes-là travaillent sur 3 chiffres. Un chiffre de jour, un chiffre de soir, un chiffre de nuit. Ensuite, ces 90 personnes-là sont d'ethnies différentes. C'est-à-dire, tu as des gens qui sont originaires du Québec, mais tu en as beaucoup qui viennent de d'autres pays. Donc, il y a des problématiques de langue aussi. Oh, puis ils ont leur code culturel. Et leur code culturel et la gestion de gens qui viennent, qui ne sont pas des Québécois. Ce n'est pas du tout les styles de gestion les mêmes que dans d'autres pays avec lesquels les gens ne sont pas familiers. Et en plus, je te rajouterais, le roulement de personnel est énorme. Donc, si on organise, mettons, un groupe là, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ça va être encore les mêmes personnes. Oh là 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 là. Donc, c'est ça, une des réalités qu'on peut rencontrer. C'est vraiment pas facile. Mais on sait que la réalité est mouvante. Ben, est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce qu'il y a une vérité? C'est comme... Mais toi, comme médiatrice, puis je pense que c'était un de nos gros défis, là, Linda. Là, moi, je me souviens de ce cas-là qu'on a fait ensemble. C'était de se dire, puis c'était le fun qu'on était 2, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis de simplifier un gros problème, puis de dire, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, là, de faire comme un diagnostic, un portrait, c'était tout qu'un défi, ça, là. Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours un gros défi? Là, je t'ai perdu un petit peu. Je pense qu'il y a eu un petit... j'ai compris faire un diagnostic. Faire le portrait de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, arriver à dire à la direction, celui qui t'a engagé, et là, il te paye pour faire tout ça. Oui. Là. Et là, tu arrives, tu dis, ben là, le problème, je pense que c'est ça. OK. Bien, ça, c'est pas facile. Bon, mais ici, il faut comprendre une chose. Tu l'as dit tantôt, la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Bien, la vérité n'existe pas. Non. Il y a plusieurs vérités. Et ce que je dis aux gens, moi, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré, puis on le disait souvent, Céline, la richesse qu'on a d'avoir rencontré, dans notre cas, c'était une vingtaine de personnes, et de dire qu'on n'a pas d'autorité sur eux. Nous, on n'a pas d'influence sur ce qui va leur arriver. On passe, puis après ça, on va partir. Donc, les gens pouvaient se confier parce que c'était confidentiel aussi. On leur disait, on ne va pas parler pour que les gens vous reconnaissent, on va juste garder l'essentiel des informations pour avoir une vision d'équipe. Et je leur disais, écoutez, moi, ce que je vois, voici ce que je vois. Mais vous auriez un autre consultant peut-être qui dirait ça autrement. Mais ce que je vous dis, c'est de façon la plus impartiale possible et avec une volonté d'améliorer. Donc, je ne vous dis pas que ce que je vous dis, c'est plus la vérité qu'un autre, mais c'est la vérité vue d'une perspective crédible et en qui on peut faire confiance, de quelqu'un aussi qui a déjà vu d'autres organisations et d'autres réalités organisationnelles, puis qui peut comparer. Parce que quand tu es dans un milieu, tu ne peux pas comparer avec d'autres, tu es dedans. Nous, on a la chance d'être en dehors et de vouloir l'amélioration, puis de ne pas être parti pris. Et ça ressemble à la médiation, parce qu'on a plusieurs points de vue, mais on ne va pas prendre le point de vue de la direction plus que le point de vue de l'employé. On a une espèce d'altitude, je parlais tantôt, différente. On est capable de voir la forêt, on n'a pas le nez collé sur l'arbre, on voit la forêt. Exactement. Mais des fois, la direction, elle a le nez collé sur l'arbre. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, Linda, mais on était déjà intervenu dans une situation, c'était au gouvernement du Québec. On avait rencontré la gestionnaire, on ne peut pas donner le nom ici, là. On avait rencontré la gestionnaire, la directrice des ressources humaines avec un gestionnaire, puis il y avait un problème dans son équipe. Quand on eut fini l'entrevue, j'ai dit, Linda, je pense que le gestionnaire, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le gestionnaire. Je t'avais dit ça, je ne sais pas si tu t'en souviens,
Puis effectivement, c'était ça le problème. Ben, c'était un gros problème. C'était un gestionnaire qui était perfectionniste, exigeant, bon, en tout cas, qui avait un tempérament très, très spécial. Puis il avait fallu intervenir. Des fois, c'est que tu dis les choses, tu dises les vraies affaires à ceux qui t'engagent. Oui, ça, c'est très, très, très délicat. Et ça arrive plus souvent qu'on pense. Oui, hein. Et c'est d'être capable de... Ce que je me dis dans ce temps-là, c'est d'être capable de rejoindre la personne avec délicatesse, mais en même temps franchise. Et ça demande beaucoup de doigté. De doigté pour ne pas accuser, pour ne pas juger, mais pour observer, puis pour décrire ce qu'on voit dans des faits et de poser des questions. La meilleure, au lieu d'affirmer des jugements ou de dire voici ce qu'on pense, poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez que? Est-ce que vous croyez que? Alors, pour amener la personne elle-même à voir que peut-être qu'elle a des petites choses à changer qui créent le problème, mais parce que ça ne peut pas être juste, peut pas non plus être juste une personne. Non, non. On l'a vu, ça, un problème organisationnel, tout le monde contribue à la situation en plus ou en moins. Oui. Et puis là, moi, là, quand tu me parles d'approcher un gestionnaire ou une personne puis de lui dire les choses, j'ai envie de parler d'empathie et de bienveillance. Parce que si les gens, des fois, un gestionnaire a des comportements plus ou moins adéquats, mais qu'est-ce qui l'amène à faire ça? C'est quoi qui l'amène? Pourquoi il est rendu à faire des choses comme ça? Fait que ça, c'est une chose que j'ai envie de te dire comme ça parce que, ben, on sait que c'est important. Je pense que comme médiateur, on a parlé souvent que c'est important d'avoir de l'empathie. Puis, donc ça, c'est un élément. Et quelle autre chose que je dois dire? J'ai perdu mon idée. Bon, ben, moi, je vais te parler de l'empathie, justement, puis je vais te parler d'un cas que j'ai actuellement par rapport à l'empathie. Généralement, on commence avec un dossier, puis on a beaucoup d'empathie pour tout le monde. Mais en cours de route, des fois, pour X raisons qu'on ignore, il y a quelqu'un qui met... Ben, là, je dis quelque chose, qui met des bois dans les roues du processus. Je dis ça de même, là. Je ne pense pas qu'il le fasse volontairement, mais actuellement, j'ai un dossier où je n'arrive pas à céduler les rencontres. Puis ça se trouve dans une institution d'enseignement également. Et j'arrive pas, je fais des doodles sur doodle, ça fait un mois que je fais des doodles, puis il y a toujours un qui ne peut pas, puis un qui ne peut pas. Là, je peux dire que ma dose d'empathie, elle commence à diminuer. Là, je commence à... Puis là, je me dis, est-ce que c'est vraiment le temps ou si c'est vraiment un manque d'intérêt? Parce que la gestion a proposé la démarche, les gens l'ont accepté, mais est-ce qu'ils avaient d'autres choix? Ils l'ont accepté, mais une fois pour embarquer, tout est plus facile de ne pas embarquer que de continuer. Mais des fois, Linda, on a vu ça aussi. Tu as une équipe de 15 personnes, puis il y en a 2-3 qui veulent boycotter le système, puis ils ne veulent pas embarquer, puis ils ne veulent pas les faire, les entrevues. Bien, on ne peut pas, je pense que comme intervenant, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu dis, ben là, écoutez, on avance. On ne peut pas bloquer une équipe de... Exactement. Si tu te souviens, dans le cas qu'on avait fait, Céline, tu te souviens, dans le cas qu'on avait fait, on avait fait le portrait de la situation, puis on avait proposé une avenue, on avait proposé une intervention, puis on leur a demandé de façon individuelle s'ils étaient d'accord avec le portrait, plus ou moins d'accord, puis ils pouvaient commenter, ou pas du tout d'accord avec le portrait qu'on avait fait. Et dans ce cas-là, tout le monde était d'accord sauf une personne. Et là, nous, on avait dit, on va intervenir. On était un peu, on avait moins d'expérience dans ce temps-là. On avait dit, on va intervenir si tout le monde est d'accord. Mais là, il y en avait un qui n'était pas d'accord, si tu te souviens. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré cette personne-là, puis on a vu avec lui. Parce qu'on s'est dit, tu te souviens, on a dit, on a une masse critique importante. On n'est pas pour bloquer un processus pour une personne qui ne veut pas. Ça n'avait pas de sens. Ça serait lui donner trop de pouvoir. Fait qu'on on avait quand même réussi, parce qu'il fallait respecter notre parole, à rencontrer cette personne-là, essayer de voir un peu ses hésitations, pourquoi. Puis finalement, il avait accepté. Ouais. Maintenant, je dis plus, au lieu de dire tout le monde, je dis une masse critique. Et puis pour les autres, bien, écoute, on ne peut pas ralentir un groupe, puis les autres, on va avoir le droit de s'exprimer, puis on va avoir le droit de ne pas être d'accord, puis on va avoir le droit de continuer de ne pas être d'accord. OK. Oui. Là, je vais juste comme établir les étapes. Donc, tu as une demande de la directrice, tu fais un portrait de la situation, tu montes ton portrait de la situation à la direction des ressources humaines. Je pense que c'est le premier élément où on monte le portrait de la situation. Après ça, tu vas le montrer
aux employés. Hein. Je veux dire, d'habitude, c'est ça que Oui, tu fais. Oui, oui, c'est ça. oui. Tu le montres aux employés. Et puis là, l'étape go, no go. J'aimerais ça que tu expliques ça parce que OK. souvent, tu me disais ça. Céline, c'est go, no go. Je te dis, ben Oui. voyons. Ou encore, il y a une chose que je dois vous dire, cher auditeur. Je disais à Linda, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne fait jamais la même affaire parce qu'on a fait une grosse intervention, mais on a fait plusieurs ensemble. Puis je disais, oui, mais Linda, on ne fait jamais la même affaire. Fait que, Bon, on OK. a Ben, inventé au fur Céline, et à mesure. quand tu m'as demandé de faire cette rencontre-là aujourd'hui, je pensais qu'on arriverait à ce sujet-là. Je n'aurais pas osé l'aborder, mais si tu l'abordes, Oui. je vais te le dire. Comme je disais en début, comme on a plusieurs cordes à notre arc, ce n'est pas comme un processus de médiation où, bien que les cas divergent, le processus est assez stable. Le processus, c'est un début, un milieu, une fin, puis on articule ça à peu près de la même façon. Mais en médiation organisationnelle, compte tenu de la variété, ce qui me passionne de la médiation organisationnelle, comparativement à une médiation entre deux personnes, c'est la variété des systèmes. Il faut que je dise que personnellement, j'ai une formation en thérapie familiale systémique. Il y a 30 ans, j'ai suivi une formation assez longue dans ce domaine-là. Et moi, je vois les choses en système. C'est-à-dire, je vois les grands ensembles, les sous-ensembles et les interactions qu'il y a dans ces systèmes-là. Et c'est de par cette vision-là que j'analyse les situations. Puis les situations, ils se présentent sous des jours différents et appellent des interventions différentes. Et si j'en choisis une, ça ne veut pas dire que c'est la seule qui serait possible, mais c'est celle que mon expérience m'inspire. Puis peut-être que tu ferais un dossier le même que moi, puis toi, ton expérience t'inspirerait peut-être une autre action. Oui. Et les deux peuvent être bonnes. L'important, c'est qu'on sent qu'on est dans notre X, qu'on fait l'affaire que nous, on pense qu'on peut mener jusqu'au bout Oui. dans la vision. Il n'y a pas de vérité là, dans ce type d'intervention-là. Puis les interventions, ça peut être d'offrir de la médiation, faire de la formation, faire de l'animation de groupe, de la résolution de problèmes en groupe. Ça peut être des techniques de créativité que tu fais avec un groupe. Ça peut être tout ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un groupe. Puis quand tu parles go, no go, par exemple, si dans un premier temps, si tu te souviens, dans ce cas-là dont tu parles, on avait proposé de leur donner quelques notions de règlement des différends. Parce qu'il y avait deux clans, si tu te souviens, même trois sous-ensembles. Puis, on avait fait des petits groupes pour mélanger tout le monde qui appartenait à des clans différents pour qu'ensemble, ils passent un moment pour réfléchir à la résolution de conflits. Puis nous, on savait pertinemment qu'en faisant ça, ça développait un autre type de relation entre eux. Donc, ce n'était pas tant le contenu qui était important que de les mettre ensemble, des gens qui ne se parlaient plus depuis des années. De faire des équipes. Puis juste pour les auditeurs, là, on avait un tableau, puis on avait des points rouges, il y avait des points rouges, il y avait des points verts, il y avait des points jaunes. Puis là, on avait dit, OK, on va faire des équipes. Puis nous, on avait décidé qui allait être avec qui. Là, bien, évidemment, on n'avait pas mis les pires ennemis ensemble. On avait mis, OK, ça, c'est un tempéré. Ah, ça, c'est un plus un... Puis on avait, mais c'était tout qu'une affaire. Hein? C'était vraiment... Effectivement. Puis les gens, on avait mis les petits points pour... Il y en avait 23 petits points. Puis ça représentait les rouges, c'était les plus anciens, les verts, c'était les plus récents, puis les jaunes, c'était pas les tempérés, c'était pas les bleus, c'était ceux qui remettaient en question les verts. En tout cas, il y avait toute une... oui. Puis nous, on avait mélangé les points pour en avoir de toutes les générations. Puis les gens, je me souviens encore, ils essayaient de voir de mettre des noms sur les points pour savoir qui on avait mis dans quel système. Ah, ça, je m'en souviens pas. Ça restait inconnu, là, puis on les laissait supposer. Oui, Tout ça pour dire que si on revient au systémique et si on revient au go, no go, on avait proposé une formation, puis on avait proposé de prendre les gens qui étaient les plus tempérés et de les mettre chefs de ces petites équipes-là et de leur donner une formation juste à eux autres pour gérer la discussion. Et là, l'ensemble de l'équipe avait dit, ben nous aussi, on veut la formation. On était contents parce qu'ils étaient en demande. Ils ne voulaient pas que ce soit juste quelques-uns qui étaient favorisés. Puis là, tout le monde avait eu la formation. Donc, go, no go, on avait proposé ça, puis c'était un go. Après ça, on avait dit, bon, maintenant que vous avez eu la formation, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on l'applique
dans votre problématique pour qu'on cerne les enjeux qui vous importent, puis ensuite qu'on regarde les intérêts et les besoins, puis qu'on regarde les options. Et là, il y avait eu un autre go. Puis là, on l'avait fait. Il y avait une demi-journée pour cerner, il y avait nommé 3 enjeux. Après ça, il y avait pris une demi-journée en sous-équipe pour explorer les intérêts et les besoins, puis ils les avait mis ensemble par la suite. Puis nous, on faisait des synthèses de tout ça. Oui. Puis après il n'y avait pas eu le temps de finir, si tu te souviens, puis il avait poursuivi sans nous, avec les petits chefs d'équipe, là, avec les responsables d'équipe. C'était formidable parce qu'ils avaient pris ça en main à partir de leur propre réalité. Mais je me souviens aussi qu'on avait offert une médiation entre 2 personnes. Oui. C'était entre 2 femmes. Puis là, ça n'avait pas marché. Il y en avait une qui avait dit, moi, ça m'avait marqué, jamais je vais m'asseoir avec mon violeur. C'était 2 femmes, là, mais tellement avait eu le sentiment d'avoir été harcelée ou en tout cas un truc comme ça. Puis ça, cette intervention-là, ça avait été no-go. Mais ça n'avait pas empêché tout le restant, parce que tout le système, c'était 2 femmes, mais toutes les autres autour d'eux autres, je sais pas, comment qu'ils étaient, 30? Comment qu'ils étaient de personnes? 23, 25, je pense, oui. C'est ça. Fait que, mais ça n'avait pas empêché la machine, à un moment donné, quand tu es parti, parce que aussi, ce qu'on avait révélé, la souffrance. Je me souviens d'une enseignante qui avait éclaté en pleurs, était nouvelle, puis elle dit, moi, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus à qui parler. Puis elle avait pleuré. Puis là, tous les collègues voyaient cette souffrance-là, puis ça avait fait comme, oh, on est peut-être allé trop loin dans tout ça. Oui, exactement. Tu sais, dans ce que tu dis, dans un no-go, ben no-go, ça veut dire on n'embarque pas. C'est comme en médiation, la motivation puis le désir, on ne peut pas travailler en médiation organisationnelle ou en intervention de prévention et de règlement des différends sans la participation, parce que c'est des modes collaboratifs. C'est ça. Moi, j'utilise des modes collaboratifs. Par contre, ça pourrait arriver dans certains milieux que je dise, regarde, moi, j'ai été au bout avec mes modes collaboratifs, il faut qu'il y ait des mesures de gestion. Et là, on rentre dans des mesures où c'est des modes de règlement des différends qui peuvent être de la gestion disciplinaire. Oui. Et moi, ça dépasse, mais ça pourrait arriver qu'une fois qu'on essaie avec le système de faire avec les gens, ben, ça a des limites. Mais quand ils disent un no-go, ben là, il faut voir si ce chemin-là ne fait pas, quel autre chemin pourrait faire. Puis pourquoi c'est no-go? Qu'est-ce qui est derrière le besoin ou la peur qui se cache derrière le refus d'avancer? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire en lieu et place? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pour ça que quand tu disais on ne fait jamais la même chose, c'est parce qu'on n'est jamais devant les mêmes personnes et devant les mêmes problématiques. Puis si on est à l'écoute des personnes, des fois, on va proposer quelque chose à un groupe qui va l'accepter, puis un autre groupe ne l'acceptera pas. Parce qu'il y a le mûrissement du conflit aussi. Oui, c'est ça, quand, exactement. Tu l'as dit tantôt, ce conflit-là, on était les Xème consultants à venir. Fait que ce n'était pas d'hier, ça durait depuis des années. Fait que là, il y avait comme un essoufflement. Des fois, le conflit, il est à son sommet, là, puis s'il est trop dans l'explosion, on ne peut pas, là. Les gens sont trop sur position. Mais est-ce que tu vas être d'accord avec moi, Linda, de dire que parfois, quand ils nous appellent, les médiateurs, hein, ils nous appellent, et quand je dis nous, je parle des directions des ressources humaines, je parle des entreprises, souvent, ils sont en crise. Oui. Souvent, c'est parce que là, ils n'ont pas géré, en tout cas, oui, ils ont essayé de gérer, donc je ne vais pas leur dire qu'ils sont coupables de tout, là, loin de moi, là, cette idée-là, mais ils sont démunis. Là. Quand ils nous appellent pas parce que ça va bien et ils veulent un petit coup de pouce. Là. Ils nous appellent parce qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est ça. Puis qu'ils ont eu quelqu'un qui soit porté une plainte. Souvent, hein, on le sait, c'est à la suite d'une plainte qu'on intervient, même ou une menace de plainte. Oui. C'est ça. Moi, il y a une chose que je trouvais quand on a fait quelques interventions ensemble, puis bon, j'en fais presque pas. Je suis plus dans l'individuel, dans le bipartite. Ça m'arrive de faire avec des petites équipes de 4, 5, 6, 7 personnes. Mais ce que je trouvais dans la médiation organisationnelle, j'avais l'impression que c'était un gros paquebot. C'est un gros paquebot qui s'en va. Tu as plusieurs personnes. Et puis là, tu changes une petite affaire, ça change. Là, c'est ça qui va peut-être faire qu'on va éviter l'iceberg. Oui, puis là, ça va vraiment faire l'autre chose. Mais c'est lent, c'est un paquebot. Moi, je comparais, je me disais,
Mais quand je fais de la médiation bipartite, j'ai l'impression d'être sur un voilier avec des voiles. Oui, 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 Là, oui. ça bouge vite, ça va vite. Tu as tout le monde, t'as tout le monde qui a le pouvoir. Quand tu fais une médiation Oui, comme tu fais, les gens qui sont assis devant toi ont le pouvoir de leur choix, de dire oui, de dire non, d'avancer, de refuser d'avancer. Puis là, tu prends des stratégies. Puis c'est vrai, c'est exactement comme un voilier, tu as le pouvoir. Tandis que le bateau, le capitaine en haut, là, c'est pas lui qui fait marcher les machines en bas. Puis c'est pas ouais, lui qui décide aussi de bien des choses aussi. OK. Fait que Est-ce que c'est est-ce que c'est différent. ouais, est-ce que c'est pas frustrant des fois pour toi? Ben, moi, je pense que ça dépend de... Non, moi, ça ne me frustre pas parce que je Non? sectionne mon intervention en petits morceaux. C'est vrai que c'est un gros paquebot, mais même sur un gros paquebot, là, ceux qui ont déjà fait des croisières, tu as différentes places. Tu as la Oui, cabine de commande, tu peux aller dans la salle des machines, tu peux aller dans les salles de n'importe quelle autre salle dans le bateau. Puis là, rendu dans cette salle-là, ben, tu as restreint ton champ ouais, d'action. je comprends. On met le focus sur quelque chose dans ce gros paquebot-là en espérant que, comme tu disais, que ça va faire une différence. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme médiateur. Des fois, on se disait, il ne faut pas tout se mettre sur les épaules. Hein. Oh On oui, fait madame. quelque chose, Ça, puis tous les jours, on est là pour aider. à tous les jours, je me redis ça. C'est jamais acquis, hein? Parce Non, qu'on se dit toujours, on veut toujours que ça marche, mais ce n'est pas nous qui est aux commandes. On est oui. là pour prêter main forte, mais Puis aussi, il faut se dire aussi que sur 23 personnes, peut-être que ça ne réglera pas une grosse dynamique malsaine, mais peut-être que pour 10 personnes, ça va avoir changé toute leur vision du monde, puis leur façon de vivre dans cette situation-là. Puis on ne sait jamais hein, qu'est-ce qu'on sème comme graine, puis quand est-ce que ça va sortir, puis tout ça. Je pense qu'en organisationnel, il faut être encore plus patient, j'ai l'impression, qu'en bipartite, où ça va plus c'est vite. que la différence, je pense, en bipartite, tu arrives, puis finalement, tu arrives à un projet d'entente. Puis tu arrives Mhm. à une entente, puis tu peux Oui, écrire l'entente sur papier, puis dire voici à quoi on s'engage. En organisationnel, tu peux avoir je pense à d'autres interventions que j'ai faites aussi dans d'autres milieux avec des horticulteurs, entre autres, une longue démarche qui a duré plusieurs mois auquel on a abouti à un code de vie. Et oui. ça, c'est intéressant. Je vais raconter l'anecdote, puis on parle de collaboration syndicale. On avait eu la collaboration syndicale du premier niveau et du deuxième niveau. Donc, ceux qui étaient sur le terrain, les représentants syndicaux, plus ceux de la région. Et à la fin, les employés, après une longue démarche de parler de ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, ils ont fait un code de vie en 10 points, le comportement à adopter, puis le comportement à ne pas adopter vis-à-vis. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne faudrait pas faire. Et là, ils ont dit, on va signer ça, puis on va afficher ça, ça va être notre guide. Tout le monde était d'accord, les représentants syndicaux étaient d'accord, mais quand ça a monté au plus top niveau, les gens ont dit, vous ne signez pas ça. Oh, Les responsables syndicaux ont dit, vous ne signez pas ça. oh. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient que si les gens signaient ça, ça allait leur nuire s'il y avait des problèmes, des griefs à régler. Ils pensaient que ça serait signé puis que les gens diraient, ben, vous avez signé ça, etc. Fait Que qu'ils ça ont dit, serait mis, signez pas ça. qu'on utiliserait ça contre eux, ça se Oui, revirait. Oh, vous n'avez pas respecté votre code. exactement. Ouais. Alors là, les employés étaient vraiment déçus. Puis il y avait Oh, une jeune employée, je pense que c'est la dernière rentrée, la plus jeune, qui lève la main, m'a dit oui. Elle dit, on ne peut pas signer, mais elle dit, on peut faire des bonhommes. Fait que les employés, ils ont tous fait leur marque. Des fois, c'était des smileys, l'autre, c'était une fleur. Ils ont tous fait un petit dessin en bas. oh Ils non, l'ont affiché. c'est-tu cute? C'est beau, hein? Ah oui, c'est J'étais vraiment fière. cute. J'étais fière parce que je me suis dit, quelle finesse. Tu Quelle sais, pour ne finesse. pas s'embarrasser des règles syndicales et de toute la dynamique syndicale, mais en même temps, ils y tenaient à leur entente, qu'ils avaient Signer, travaillé eux autres. s'engager, puis d'une Oui, manière. Ah, c'est donc bien cute. Oh mon oui, Dieu, oui, c'est oui. merveilleux. On s'était donné comme une règle de ne pas trop faire une longue entrevue, mais Oui, j'aimerais ça quand même aborder un élément, la pandémie. Bon, ça nous obligeait à nous réorganiser. On sait, Linda, on en est censé parler beaucoup de ça, intervenir à distance ou pas intervenir à distance. Puis bon, ça nous a beaucoup questionné. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'intervention? Là, je sais, parce que je pense que tu pourrais en partager.
en médiation organisationnelle, c'est-tu possible en visioconférence? Comment ça va-tu? Bon, excusez, le téléphone va sonner, là, puis j'y peux rien, alors OK, c'est on va correct. le laisser sonner. OK, c'est bon, c'est bon. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé quelque chose. J'ai fait plusieurs interventions qui se sont faites à distance avec beaucoup de monde, mais c'est possible. Je suis vraiment distraite par ça, là, Oui, mais c'est ça. je suis Tu désolée. veux-tu le fermer ou tu veux-tu. Ben, je ne peux pas le fermer, là, c'est fini. OK. Là. OK. Il va se taire. Il va se C'est faire. ça OK. la jouissance du direct. Ah oui, du Non, téléphone. pour revenir à ta question, j'ai fait plusieurs interventions à distance. Donc, j'ai des cas qui sont finis maintenant de personnes que je n'ai jamais vues en personne. Qu'est-ce que ça fait? J'ai fait, par exemple, un groupe qui avait une dizaine de personnes. Des fois, l'embarrassant, c'est qu'avec 10 ou 11 personnes, je ne pouvais pas en voir plus que 9 à l'écran en même temps Oh, parce que mon système Teams ne le permettait pas. Ça, c'était vraiment désagréable. oui. Euh, le désagréable, c'est que tu n'as pas le contact, là, tu sais, hein, le Oui. contact, Ben oui. la présence et de tout ce que tu manques. Fait que ça, c'est Oui. sûr que ça manquait beaucoup. Mais le plus, c'est que tu peux faire des petites interventions d'une heure ou 1 heure et demie sans te déplacer et tu peux en faire plus. Bon, excusez, il faut que je refuse. Là, C'est ça. C'est c'est le ça. direct. Oui, Quand on n'a pas bienvenue, de mesdames et secrétaire, messieurs. quand on n'a pas de secrétaire. Qu'est-ce qui. Puis ça nous coupe. Oui, oui, Qu'est-ce que je oui. disais donc? Ben, tu disais, finalement, tu as fait des entrevues à distance. Ça t'évite beaucoup de déplacements. Ah oui, Ça ben doit c'est être ça. moins Ça évite les fatigant. déplacements. Alors, on peut faire des interventions plus brèves et plus moins espacées dans le temps. Tu sais, parce que quand il faut que tu te déplaces, puis moi, je me déplace entre Québec et Montréal, ben, je ne vais pas aller pour Montréal pour 1 heure. Tandis qu'à distance, tu peux jongler avec Oui. ton horaire beaucoup, beaucoup plus facilement, puis faire plusieurs dossiers, même dans la même journée, voire la même semaine, qui sont dans 3, 4, 5 endroits du Québec. Tandis Oui, que oui. tu es comme moi, on voyage à travers le Québec. Ça fait que C'est ça. quand tu es en auto, c'est beaucoup plus difficile d'organiser les horaires. C'est Fait fatigant, que on va se ça, le c'est un dire. plus. On va se le dire, c'est fatigant, rendu à nos âges. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Avant ça, je ne trouvais pas ça fatigant parce que c'était la réalité. Mais depuis la pandémie, puis là, peut-être que j'ai eu à retourner voir des clients en présence à Montréal la semaine dernière. Et là, j'ai trouvé que c'est là que j'ai trouvé que c'était fatigant de se rendre. Puis ensuite, tu as aussi un peu le. Ben, on n'est pas encore tout à fait à l'aise dans les transports en commun. Puis, Ouais, ouais, en tout cas, ouais, pour te ouais. dire ça, la pandémie, ça a changé. Puis je pense que ça va changer la pratique dans le futur, même quand on va être dans peut-être une vie un peu plus normale, bien qu'on ne sait pas si ça va revenir vraiment normal comme avant, mais même si ça revenait comme avant, je pense que le télétravail, pour nous, on va faire des rencontres en présence, puis on va en faire qui ne seront pas en présence. Mais si on a rencontré les gens déjà une fois en réalité, ça va être plus facile après de les voir sur l'écran parce qu'on Oui, va les avoir vus, ouais, sentis, connus. J'ai l'impression ouais, qu'à l'écran, c'est comme si on ne les avait pas connus. c'est ça. C'est vrai. On les Oui, ressent pas. oui, Je c'est trouve ça. qu'il manque quelque chose. Moi aussi, je suis Oui, d'accord avec toi. Donc, dans le fond, dans la pandémie, la visioconférence, c'est reposant pour le médiateur parce qu'il est chez eux. Ça donne de la oui. souplesse dans le temps, dans les interventions. C'est plus facile, même pour les personnes qui Eh n'ont pas à oui. se déplacer, même Il y pour en nos a qui sont clients, même pour contents les aussi. employés. Hein? Il y en a qui sont contents de ne pas avoir le contact. Il y en a qui sont contents, c'est ça. Ça aide pas aussi parce que là, ils restent chacun chez eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Après ça, ils ne se rencontrent pas au café après pour en reparler. Tout l'informel qui Ouais. peut être nécessaire pour reprendre contact pour les gens qui ont perdu contact. Quand on Hum. fait nos interventions et que la vie est normale, ils s'en vont au café, puis ça peut reprendre un petit peu par eux-mêmes, mais ça, là, chacun reste chez eux, là, C'est ça ça. empêche je veux dire, cette restauration du lien, je Hum. pense. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, Linda, que peut-être que le médiateur a plus d'outils maintenant parce que toi, comme moi, on hésitait beaucoup à faire en visioconférence et tout ça parce qu'on aime tellement le contact.
Je pense qu'il va falloir trouver un mélange des deux, un beau mix, autant qu'il va faire l'affaire du client, qu'il va faire l'affaire du médiateur, puis qui va être au service de l'intervention pour retisser. Donc, ça faudra penser, parce que moi, j'ai entendu des médiateurs qui ont dit, moi, je ne fais plus de présentiel. Moi, je ne pense pas que c'est une non, bonne non, idée. je ne voudrais pas dire ça, ce serait dommage. Ça Ce serait serait dommage. Ouais. Ouais, ouais. Mais on va voir parce que on ne sait pas, hein? Il faut s'adapter. C'est le vécu qui va nous le dire. Oui. Moi, je me refuse à dire on va ne faire que du présentiel ou on va ne faire. Je vais te donner une idée par rapport au cours que je donne en médiation. J'ai trouvé que la distance pour les pratiques était aidante. Parce que mettons, j'avais un groupe de 32 dans mon cours de médiation, mais chacun pouvait avoir sa petite salle et faire des interventions avec, mettons, 2 médiateurs puis 2 clients. Chacun, il y avait 8 salles. Je ne peux jamais avoir ça à l'université. Fait que chacun à l'université s'envoie un petit local à gauche puis à droite, puis sont 6-7 dans un local. Tandis que là, c'était clean, ça ne prenait pas de temps à revenir, puis l'expérience était là pareil. Alors, tu vois, je ne sais pas, j'aimerais à l'université offrir que pour certaines expériences pratiques, qu'on revienne à la vidéo. Oui. Bon, mais écoute, Linda, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, c'est très passionnant. Je veux juste savoir, est-ce que si quelqu'un, parce que là, il va y avoir beaucoup de monde qui vont écouter cette vidéo, est-ce que tu coaches des praticiens qui se disent, ben moi, je suis une intervention. Est-ce que tu fais du coaching? Parce que je veux juste savoir, là, je te pose la question. Là, puis c'est drôle que tu me poses la question. Je vais te dire pourquoi. Parce que, étant en fin de carrière, je suis en une période de transition pour savoir qu'est-ce que je veux continuer de faire, qu'est-ce que je ne veux pas continuer de faire et qu'est-ce que je veux commencer à faire. Et une des choses que je veux commencer à faire, parce que c'est vrai que j'ai acquis de l'expérience, puis je trouverais ça dommage. J'aime bien cultiver mon jardin puis faire des voyages, mais il me semble que ce ne serait pas correct au nom de tous les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont appris des choses. Je crois que j'ai encore des choses à transmettre et j'ai envie de les transmettre. Mais je n'ai pas envie d'être dans une vie active à 50 heures par semaine comme j'ai longtemps été. Je n'ai pas envie non plus de voyager pour faire des formations à gauche et à droite comme avant. Mais j'ai le goût de transmettre plus par du coaching. C'est drôle que tu me poses la question parce que là, je me disais, je ne veux plus être à l'avant-plan de l'intervention, mais je pense que je serais bonne pour soutenir des gens qui veulent l'être à l'avant-plan. Et je pense que c'est vers ça que je m'oriente. J'ai aucun doute là-dessus. Fait que oui, Linda, tu es disponible pour du coaching. Bravo, j'ai bien fait de poser la question. Donc, c'était pas prévu avec le gars des vues comme on dit. Pas en tout, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les gens peuvent te rejoindre à partir de ton site web. Oui, oui. Bon, ils peuvent me rejoindre dans mon adresse courriel qui est linda@berube, P comme prévention, R comme règlement, D comme différent.ca. linda@berube.prd.ca. Et tu as ton site web aussi encore. Si on type lindaberube.com, berube.prd.ca. Ah, OK, parfait. Ça, c'est mon site. Puis de là, ils peuvent m'envoyer un petit mot. OK. Bien, je te remercie beaucoup, Linda. Je reconnais ta grande générosité. Ça a été un plaisir de se rappeler ces moments-là qu'on a vécu ensemble. C'est vrai. Puis je te remercie pour ta grande générosité. Je te reconnais, toujours une femme de cœur. Puis, écoute. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Fait qu'on Salut. OK, bye.